Lundi 6 novembre, bienvenue dans le 20h sur RTI 1, les titres de ce journal. Il est en Côte d'Ivoire pour le rassemblement annuel du mouvement pour le renforcement de la nutrition. L'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete a été accueilli à son arrivée à Abidjan par le vice-président ivoirien. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé de 56 à 46,9%. Les investissements pro-pauvres sont passés de 1080 à 1700 milliards. Ces chiffres ressortent de l'évaluation du Plan national de développement 2016. Au Libéria, le processus électoral est suspendu à la veille du second tour de la présidentielle. Selon la Cour suprême, il est indispensable de mener une enquête sur les accusations de fraude lors du premier tour. Bonsoir à tous. L'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, est à Abidjan pour le rassemblement annuel du mouvement pour le renforcement de la nutrition. Il a été accueilli par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Alexis Ouedraogo. Jakaya Kikwete, ancien président tanzanien, accueilli ce lundi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Inscrit à son agenda à Abidjan, le rassemblement annuel du mouvement pour le renforcement de la nutrition sonne. La rencontre se tient pour la toute première fois sur le continent africain et sera l'occasion pour les membres, gouvernements, sociétés civiles, Nations Unies, donateurs et autres scientifiques d'examiner les progrès réalisés et les défis à venir dans la lutte pour la réduction de la malnutrition. La malnutrition se manifeste sous 3 ou 4 formes. La première, l'enfant n'a pas la taille qui correspond à son âge. Il peut avoir 5 ans et ressembler à un enfant de 3 ans. C'est un grand problème, celui de la croissance. Il y a aussi le problème d'insuffisance de poids. Il y a également le problème de surpoids, appelé obésité, qui est une forme de malnutrition. Et le 4e point, celui de l'anémie. Ce sont des problèmes sérieux parce que les enfants qui n'évoluent pas normalement ne pourront pas être demain des citoyens capables et productifs. Donc ce mouvement initié par le secrétaire général Ban Ki-moon et qui se poursuit réunit les pays pour faire front à ce problème de malnutrition. À ce jour, 45% des décès des enfants de moins de 5 ans restent liés à la malnutrition. Et la Côte d'Ivoire entend bien apporter sa pierre à la lutte. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire et le travail important abattu par le président Alassane Ouattara sur les questions concernant la malnutrition, que ce soit donc la sous-nutrition ou la surnutrition. Il y a eu déjà une réunion qui s'est tenue ici sur le problème de la nutrition avec des financements internationaux importants. Et le président Ouattara donc, a obtenu que cette réunion se tienne hors donc, disons que des États-Unis, ici donc à Abidjan. Il y a une soixantaine de pays qui vont participer à cette rencontre d'aujourd'hui. La malnutrition représente souvent un obstacle invisible à la réalisation des objectifs de développement durable. Depuis 2010, le mouvement inspire un nouvel esprit de collaboration en vue de l'éradiquer. La coordonnatrice du mouvement a été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Plus de 56 gouvernements, d'agences des Nations Unies, d'acteurs de la société civile, du secteur privé et les donateurs prennent part à ce rendez-vous pour la lutte contre la malnutrition dans toutes ses formes. On va écouter la coordonnatrice du mouvement après son entretien avec le vice-président ivoirien. Dans les prochains jours, de mardi à jeudi, nous aurons notre rassemblement global annuel ici à Abidjan et nous sommes extrêmement heureux que le gouvernement ait pris la responsabilité et l'initiative de nous inviter à Abidjan. Nous attendons un peu plus de 900 participants en provenance d'une 60aine de pays pour discuter de comment faire des progrès pour être sûr que nos jeunes bébés ne soient pas exposés à la malnutrition, par exemple par l'allaitement maternel. Nous verrons aussi comment les familles doivent prendre soin des enfants, mais aussi comment prévenir le surpoids. À ce propos, il ne s'agit pas de quantité de nourriture que nous consommons, mais de consommer des éléments avec des vitamines et des nutriments
nutriments dont l'organisme a besoin. Nous souhaitons aussi féliciter le gouvernement pour son leadership en Afrique. À partir de demain, avec tous les participants, nous travaillerons et les résultats des réflexions seront portés au sommet UE-UA qui se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan. Nous sommes fiers d'être ici et heureux de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Évaluation de la mise en œuvre du programme national de développement 2016. Le gouvernement, les partenaires financiers et les partenaires au développement ont conclu que le niveau d'investissement est de 3 000 milliards de francs CFA, soit une proportion de 66,9% contre 62,4% prévu. Noël Niagno. Le plan national de développement 2016-2020 a connu une mise en œuvre en 2016. Qu'est-ce qui a été fait? Comment cette mise en œuvre a-t-elle impacté la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire? Membre du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du comité de suivi, les partenaires financiers et les partenaires au développement ont passé au scanner cette première mise en œuvre 2 heures durant. Que retenir de cet examen? Une première chose, le tableau d'exécution est satisfaisant avec, au bout du compte, la réduction de la pauvreté de plus de 4 points. Pour la gestion 2016, les investissements totaux du secteur privé s'élèvent en volume à 2 979 milliards de francs CFA, soit environ 66,9% des investissements globaux. Plus importante que le taux moyen qui était attendu dans le cadre du PND, qui était donc de 62,4%. Par ailleurs, dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de vie des populations, les dépenses pro-pauvres ont augmenté, passant de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 770 milliards de francs CFA en 2015, pour atteindre 2 015 milliards de francs CFA en 2016, soit 9,4% du PIB. Ainsi, sur la période 2011-2015, le PIB par habitant a progressé de plus de 25% et le taux de pauvreté est passé de 51% à environ 46%. Autre indicateur, la contribution des partenaires au développement, avec comme incidence la réalisation de projets structurants. Il est heureux de constater que le rapport de suivi au titre de l'année 2016 fait ressortir une contribution substantielle des partenaires au développement évaluée à 662,8 milliards de francs CFA. Cette importante contribution a permis la réalisation de plusieurs projets d'envergure, notamment l'aménagement de routes et d'autoroutes, la mise en exploitation des champs captants de Bonois, l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités, la construction du barrage de Soubré. Il faut maintenir le cap. Bonne gouvernance oblige. Cette revue est une première du genre. Nous l'avons rappelé donc le 4 septembre dernier. C'est la première fois qu'on a cet exercice. Et je pense qu'il est fondamental qu'on puisse donc le systématiser et faire en sorte qu'on ait donc ce dialogue permanent au niveau de la mise en œuvre du PND. Les parties prenantes se sont accordées sur un agenda. Nous avons prévu de nous revoir donc, de façon périodique au niveau ministériel, déjà un dialogue un peu plus renforcé entre les ministères sectoriels. Avec les partenaires au développement, une rencontre beaucoup plus régulière, tous les 2 mois, au niveau technique, avec le Premier ministre aussi souvent que nécessaire, et tous les 3 mois avec le ministère du Plan, avec le Premier ministre de façon aussi régulière que possible. Mais cet exercice qui était prévu pour être annuel va être fait tous les 6 mois avec des dates précises. Le PND 2016-2020, c'est 30 000 milliards de francs CFA à investir sur 4 ans avec à la clé porter la Côte d'Ivoire à l'émergence. Pour financer tous ces projets, le chef de l'État est à Washington. Le président Alassane Ouattara va prendre part demain mardi à la cérémonie de signature de l'accord de don de 524 millions de dollars du Millennium Challenge Corporation, MCC, à la Côte d'Ivoire. C'est un programme de dons octroyé par les États-Unis aux pays qui ont rempli des indicateurs de mesure de performance, et cela en matière de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de gestion économique saine.
La fraude dans les marchés publics fortement en baisse en Côte d'Ivoire ces 2 dernières années. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics a mis en place une stratégie qui porte ses fruits. Elle a été dévoilée au cours d'un déjeuner débat. Alvorassa nous en fait le point. La Côte d'Ivoire ne veut plus être citée comme un pays où la corruption est monnaie courante dans son administration. Elle est passée de la 115e à la 107e place sur 168 pays à l'échelle mondiale en 2016, selon l'organisation non gouvernementale Transparency International. Et cette année, des efforts sont encore faits au niveau de l'administration publique pour que le pays passe sous la barre de 100. Ces efforts sont perceptibles au niveau de la passation des marchés publics où les entreprises reconnues pour corruption sont exclues des marchés publics. Nous pensons que dans un domaine aussi délicat que la lutte contre la corruption, il s'agit au-delà des professions de bonne intention de dire qu'est-ce qui a changé si on veut convaincre l'opinion publique. Ce qui a changé, c'est qu'à ce jour, en 6 ans, l'ARMP a rendu plus de 200 décisions avec 45 annulations. 45 fois où l'ARMP a estimé et a demandé que les procédures soient reprises pour respecter le droit. Et ça a été fait. Ensuite, depuis 2014, ça fait donc 3 ans de cela, en 3 ans, l'ARMP a eu à sanctionner 32 entreprises dont la liste est disponible sur son site internet www.rmp.ci qui sont reconnus coupables de fraude ou de corruption. C'est donc des faits concrets. Cela a été démontré lors d'un déjeuner débat organisé par des anciens étudiants de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de l'INPHB de Yamoussoukro. Pour le conférencier par ailleurs, plusieurs autres stratégies sont mises en œuvre pour réduire l'impact de la fraude dans les marchés publics à travers la formation des acteurs chaque année. À cela s'ajoute la culture de la plainte avec preuve à l'appui, les audits et même l'autosaisine. Mais pour réussir cette lutte contre la fraude, il faut le concours de tous, a ajouté Koulibaly Nonkarna, président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Les autres intervenants ont souhaité que cette lutte soit non seulement collective, mais permanente pour qu'elle se pérennise pour le bonheur des générations à venir. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017, se prépare. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendu sur le site qui va abriter l'événement. Mamadou Sangafoua Koulibaly est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Cheikh Koné. Des va-et-vient incessants de chariots élévateurs, le montage et revêtement des tentes, la pose du bardage, l'installation des circuits électriques. Nous ne sommes pas sur le site de construction d'un complexe sportif, mais bien celui de 10 hectares, devant abriter la 4e édition du SARA 2017. À moins de 2 semaines de l'ouverture de l'événement, les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour respecter le délai de livraison. Il est 10h30 quand Mamadou Sangafoua, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, arrive sur le lieu. Direction, le chapiteau principal de 140 mètres de long et 40 mètres de large, soit l'équivalent de 6 étages. Le ministre et sa délégation visitent tour à tour un deuxième chapiteau géant de 2800 mètres carrés dédié à l'exposition des produits agricoles. La tente de 1500 places devant abriter la cérémonie d'ouverture est quasiment terminée, comme a pu le constater sur place le ministre en charge de l'agriculture. Selon le partenaire à l'organisation Vodou Group, environ 800 climatiseurs, dont certains de 45 chevaux, ont été mobilisés pour aérer les 18 000 mètres carrés d'espace couverts sur le site. Le but pour nous, c'était de venir nous rassurer que tous les équipements attendus sont bel et bien en place et que les travaux ont démarré. Mais ce que nous avons vu, non seulement les équipements sont là, mais les travaux sont suffisamment avancés. Et nous pouvons rendre compte au Premier ministre qui lui-même viendra le samedi prochain pour s'assurer de l'avancement des travaux et rendre compte au président de la République et au vice-président. Le SARA 2017 va connaître plusieurs aménagements et commodités améliorés par rapport à la précédente édition organisée en 2015. Pour cette 4e édition, plus de 300 000 visiteurs sont attendus, avec la participation d'une vingtaine de pays. C'est à juste titre qu'à la veille de cette visite guidée, le ministre Mamadou Sangafoua, qui était l'invité de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a demandé le soutien des hommes et des femmes des médias afin de faire de ce salon international un outil efficace d'intégration sous-régionale. On a vu que la presse était intéressée par le secteur agricole de façon générale et surtout par l'événement que nous allons avoir le 17 novembre prochain.
Nous avons expliqué à la presse qu'ils ont un rôle important pour accompagner le secteur. Et j'ai expliqué que la promotion et la communication sont des choses qui sont essentielles à la croissance du secteur. Placé sous le thème « Transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique », la 4e édition du SARA aura pour invité spécial Patrice Talon, le président du Bénin et l'Afrique du Sud, comme pays à l'honneur du SARA 2017. Dans le domaine agricole, un des produits phares en Côte d'Ivoire est bien le cacao. Cette année, la 6e rencontre annuelle des partenaires de l'initiative internationale pour le cacao va plancher sur l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité. Il s'agit de lutter contre la pauvreté et le travail des enfants au sein des communautés productrices de cacao. Lancine Bakayoko. À travers cette initiative, il s'agit d'identifier les différents leviers à actionner pour l'accès à une éducation formelle ou plutôt à une formation professionnalisante de qualité pour les enfants des zones rurales et de production de cacao âgés de 13 à 17 ans. Nous avons lancé notre stratégie 2015-2020 pour améliorer la protection pour 1 million d'enfants vivant dans des zones de production de cacao au travers d'une combinaison d'actions directes sur le terrain à travers la promotion des bonnes pratiques. Ici, le but recherché est de veiller à ce que tous les adolescents issus des milieux agricoles aient la possibilité de terminer un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire grâce à une offre de services accrue. Nous avons été témoins de la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre le travail des enfants 2015 à 2017. Qui a conduit à des réalisations aussi notables, assurant ainsi leur possibilité à progresser dans le système éducatif. Des études récentes menées par le gouvernement montrent que la pauvreté des ménages constitue la principale cause du travail des enfants. Cette lutte requiert notamment la mise en œuvre de politiques publiques garantissant à l'enfant le droit à une éducation de qualité qui doit être gratuite et obligatoire. La mise en œuvre de toutes ces actions appelle une mobilisation plus forte de tous les partenaires au projet. Je voudrais inviter d'autres acteurs à généraliser demain les stages de formation ou encore les stages de fin de cycle. En marge de cette rencontre, la Fondation ICI et le Comité national de lutte contre le travail des enfants ont paraphé un mémorandum d'action. Dans l'actualité judiciaire, en bref, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a été renvoyé à demain mardi en raison de l'absence du juge Anderson pour des circonstances imprévues, et cela après 25 jours de suspension. Direction Paris en France, l'Union nationale des tirailleurs africains a initié une cérémonie d'hommage aux héros de France venus d'Afrique et d'ailleurs. La Côte d'Ivoire a été le pays invité d'honneur de cet événement de haute portée symbolique. Abou Sanogo. Arc de triomphe sur les Champs-Élysées à Paris. Cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à la mémoire des tirailleurs africains. Ces troupes coloniales, combattants d'outre-mer, de Madagascar et d'Indochine, morts pour la France lors des 2 guerres mondiales. La Côte d'Ivoire était à l'honneur au cours de cet hommage. Le parrain de cette cérémonie, Jean-Jacques Konadje, chef de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a sacrifié au rituel de ravivage de la flamme du souvenir. La nouvelle génération d'Africains a cette obligation d'entretenir la mémoire collective de tous ceux qui sont tombés pour la liberté de la France. Cette action devrait être inscrite au chapitre des priorités de tout un chacun, car cela fait partie de notre identité. Personne, je dis bien personne, ne viendra écrire ou réécrire notre histoire à notre place. L'autre temps fort de cette cérémonie a eu pour cadre l'Assemblée nationale de France, où un hommage a été rendu aux tirailleurs ivoiriens, dont le contingent de tirailleurs a été créé en novembre 1940. Vous avez été de ceux qui, au premier rang, lui ont permis de remporter la victoire. Au moment où le but est atteint, je tiens à vous remercier amicalement, simplement, au nom de la France. On a tous, par parents interposés, laissé notre sang ici.
Donc quand c'est au moment du souvenir, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, pour un autre pays africain, quand on est au courant, c'est bien de venir. En tant que pays invité d'honneur, c'est la première fois que le drapeau ivoirien a été hissé sous l'Arc de Triomphe. En désignant le docteur Jean-Jacques Konadji comme parrain de cette cérémonie, c'est la Côte d'Ivoire qui vient encore une fois d'être honorée. Selon les organisateurs, plusieurs critères ont milité en faveur du choix porté sur cet Ivoirien qui en 2016 a été désigné meilleur chercheur afro-caribéen d'Europe. La traditionnelle cérémonie du salut aux couleurs du drapeau ivoirien a eu lieu ce premier lundi du mois de novembre au siège du port autonome d'Abidjan. Elle est organisée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Chris Diomondé et Franck Quadio. Les couleurs nationales portées haut dans le ciel, ces couleurs, l'orange rappelle la couleur de la terre, celle de nos savanes, riches et généreuses, le blanc, symbole de l'espérance dans l'union et dans la paix, et le vert, la forêt, la certitude d'un avenir meilleur. Au siège du port autonome d'Abidjan, c'est le traditionnel honneur au drapeau national, une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service Civique en vue de faire la promotion du civisme. Ce civisme que nous prenons porte l'individu à s'attacher à son pays. Il exige l'engagement du citoyen au service de la nation. Il repose sur des principes dont le respect des institutions et des personnes qui les incarnent, le respect de la chose publique ou bien public, le dévouement à la nation et le respect des symboles identitaires de la République. Une action symbolique, la remise du drapeau au directeur général des affaires maritimes et portuaires. Le respect de la hiérarchie, le respect des institutions, le respect de l'autorité, ce sont des vertus à ne pas écarter. Parce que quand on s'en écarte, c'est la pagaille, c'est le désordre, c'est l'injustice qu'on ne peut pas corriger. Je viens accompagner le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi parce qu'on fait la promotion des symboles de la République de Côte d'Ivoire. Donc il fallait être là aujourd'hui pour marquer aussi la présence artistique aussi. Je suis venu pour saluer le drapeau du pays. La cérémonie d'honneur au drapeau, une façon de contribuer à la valorisation et au respect des symboles de la République. Après le port autonome d'Abidjan, une autre localité sera désignée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique le premier lundi du mois prochain. La Côte d'Ivoire qui gagne dans le domaine de l'innovation technologique. Depuis 2014, un jeune Ivoirien s'illustre sur le marché de la production de smartphones ou téléphones intelligents. Avec sa marque Saturn, il a écoulé en 3 ans 150 000 terminaux en Europe et en Côte d'Ivoire. Actuellement fabriqué en Chine, la production de ces téléphones pourrait être délocalisée ici en Côte d'Ivoire. Didier Nguessan et Christelle Menon. Plus de 200 marques de téléphones intelligents sont actuellement vendues dans le monde. Il y a le haut de gamme dominé par le coréen Samsung et l'américain iPhone. Et un peu en dessous, des modèles milieu de gamme. L'un d'entre eux est ivoirien. Son nom Saturn, son concepteur Jean-André Aipo. Avant 2010, il travaille sur la sécurisation et la mise aux normes de logiciels et d'applications pour les banques. Les contraintes rencontrées avec les constructeurs l'inspirent sur une opportunité d'affaires. L'idée m'est venue de concevoir le téléphone et de modifier le système d'exploitation pour pouvoir répondre aux normes sécuritaires de la banque. Donc c'est de là que le projet Saturn sort. Avec un investissement de départ de 60 000 €, soit 39 millions de francs CFA, le jeune Ivoirien se lance dans la conception d'un smartphone haute performance dédié à des professionnels puis au grand public. Donc là, j'ai dû aller en Chine, justement à Shenzhen, à plusieurs reprises pour rencontrer des usines, pour rencontrer des fabricants, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on montait une ligne de fabrication d'un téléphone. Derrière ce séjour en Chine, une intention, installer à long terme une ligne de montage et de production de téléphones en Côte d'Ivoire. En attendant, c'est toujours à Shenzhen que J3A Technologies fait fabriquer ses téléphones et tablettes. Aujourd'hui, modification d'une commande. On voudrait apporter des modifications aux composantes mémoire de la dernière tablette. On aimerait avoir 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Est-ce que le prix va beaucoup changer? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les nouveaux tarifs? Saturn arrive dans un environnement très concurrentiel. Inconnu du grand public, J3A n'a d'autre solution pour séduire le marché que de vendre moins cher.
bien que ces terminaux soient technologiquement proches des grandes marques du marché. Pour vendre du premium 20 à 30% moins cher que la concurrence, il faut baisser les coûts de production. Plus on maîtrisait le processus de conception, de négociation avec les usines, plus on gagnait en compétences et plus on arrivait à baisser les coûts. Excite aussi la publicité et les circuits de vente physique. L'entreprise met en ligne son propre web store et distribue sur Internet. Dès l'instant où on est arrivé à se mettre sur Amazon et Cdiscount, on n'avait pratiquement plus d'argumentaire commercial à sortir pour aller chercher les clients. Bien, merci. Le bouche à oreille, ou plutôt le C2C fera le reste. Aujourd'hui, l'entreprise est courtisée pour son expérience. Actuellement, c'est M. Aipo qui a déjà une longueur d'avance, puisqu'en fait, son produit est là, il existe, il fonctionne, il est distribué, il y a déjà une clientèle qui connaît la marque Saturn, et donc, bien évidemment, il y a un marché captif. Comment allez-vous, monsieur Giraud? Vous allez bien? Monsieur Aipo, ça va très bien. Ça a été? Merci de nous recevoir. Oui, je vous présente Bertrand Bousson. Bonjour, Jean-André Aipo. Marché captif, les premiers acheteurs de Saturn sont les clients des divisions conseil en stratégie et ingénierie des systèmes du groupe J3A. Une offre intégrée du conseil à la fourniture de terminaux spécialement adaptés aux besoins identifiés en amont. Les solutions proposées doivent être à la pointe. Jean-André a conscience de l'évolution rapide du secteur. Il surfe continuellement sur les dernières tendances et veut être parmi les premiers à proposer dans ses produits les technologies de demain. Aujourd'hui, il pense intégrer des écrans 3D sur les prochains modèles. Depuis 2016, J3A distribue ses téléphones et tablettes en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il a commencé par les faire essayer via des partenaires presse par les employés de Fraternité Matin. Ce matin, il vient en suivi après-vente. Je suis là maintenant pour annoncer officiellement aux partenaires presse Fraternité Matin qu'à partir du mois d'octobre, les produits seront en Côte d'Ivoire et qu'à partir du mois d'octobre, nous serons là définitivement. Nous sommes heureux de savoir que c'est un Ivoirien qui a conçu des tablettes à l'utilisation. On voit que c'est une tablette qui est très confortable, facile à utiliser, rapide et la batterie se décharge moins vite. Pour conquérir le marché ivoirien, Jean-André Aipo s'adresse à de grandes enseignes locales. Parmi elles, une grande librairie qui distribue aussi les produits Saturn. Les commandes affluent, mais J3A n'a pas encore la capacité financière de produire plus. Sur l'hybride, on a de nouveaux processeurs qui vont être utilisés, donc c'est beaucoup plus performant que ceux que vous avez eu à tester ici. Et nous comptons distribuer des milliers. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ruptures de stock. C'est très important. Lorsque nous commençons la campagne, il faudrait que le stock suive. Pour y arriver, Jean-André Aipo envisage de monter une usine en Côte d'Ivoire, montant à investir entre 500 et 650 millions de francs CFA. Ainsi, il pourra vendre 30% moins cher en Côte d'Ivoire. Au Libéria, la Cour suprême a tranché. Le processus électoral est suspendu à la veille du second tour. La Cour suprême estime qu'il est indispensable de mener une enquête sur les accusations de fraude lors du premier tour. Impossible donc de tenir un second tour tant que les choses ne seront pas clarifiées. Nous écoutons le procureur. Il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce que les recours déposés par les pétitionnaires aient fait l'objet d'une enquête de la Commission électorale nationale. Et nous allons maintenant joindre par téléphone Gabriel Zani, notre envoyé spécial au Libéria. Gabriel Zani, bonsoir. Bonsoir, Fatou. Nous venons d'entendre le président de la Cour suprême. Vous qui êtes sur place, quelle explication vous pouvez donner à cette décision? Alors, il s'agit d'une requête introduite par le candidat arrivé en 3e position. Donc, dans sa requête, Charles Johnson dénonce des irrégularités, des fraudes massives. Selon lui, il y aurait eu des bulletins de vote, plus de bulletins de vote que d'électeurs dans certaines régions du pays. Alors, il réclame l'annulation plus récente du scrutin et le remplacement des membres de la commission électorale. Alors, cette commission, la commission électorale, n'a pas jugé opportun de statuer sur la requête. Alors, Charles Johnson a donc décidé à saisir la Cour suprême qui a décidé ce lundi de la suspension des préparatifs
second tour et exigé de la commission électorale de donner une suite à la requête de Charles-Antoine. Alors ça veut dire que le second tour n'aura pas lieu demain. Est-ce qu'on a une idée de la probable date de la tenue de ce scrutin? Alors, il est clair que la commission électorale dispose à compter de ce jour, donc de ce lundi, de 2 semaines pour analyser le recours. En cas de désaccord avec la décision, le Parti de la Liberté, donc le parti de Charles-Antoine, pourrait saisir la Cour suprême dans les 7 jours et celle-ci, la Cour suprême, disposera à son tour d'un délai d'une semaine pour trancher. Donc, on peut donc dire que le second tour ne se tiendra pas avant le mois de décembre. Comment est-ce que les populations appréhendent la suite donc, de ce processus qui pourrait aller jusqu'à décembre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette situation, les avis des Nigériens sont très partagés. Alors, mais on retient une chose, c'est qu'ils auraient souhaité que les choses se passent autrement, que le scrutin qui est crucial pour le pays se déroule dans la paix. Aujourd'hui, avec la situation, c'est l'ensemble du pays, c'est l'ensemble du Liberté qui retient son truc. Donc, on ne sait pas à quel point se dit, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et donc, tous les Libériens seront suspendus à la décision de la commission électorale qui doit maintenant analyser, comme je viens de le dire, la requête de Charles-Antoine. Merci Gabriel Zani, envoyé spécial de la RTI au Libéria. 2 ans après la COP21 de Paris, une nouvelle conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte ce lundi en Allemagne. Durant les 11 jours de cette COP23, les pays vont débattre de l'avancement des objectifs et des ambitions de l'accord de Paris, aussi des lignes directrices de sa mise en œuvre. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.